Des propositions communes pour une coopération monétaire européenne au cours de la rencontre Giscard d'Estaing-Schmitt. Une déclaration politique adoptée par les partis socialistes européens à Bruxelles. Assemblée générale du syndicat de la magistrature et une enquête à Béthune sur ceux que l'on appelle les juges rouges. Enfin, à propos du film Promenade au pays de la vieillesse, Georges Bégou est allé interroger Simone de Beauvoir. Bonsoir, voilà donc les principaux titres de notre journal ce soir et je vous propose tout de suite de commencer par le mauvais temps, qui doit être sans aucun doute l'un de vos principaux sujets de préoccupation pendant ce week-end. Avec notre monsieur météo, Laurent Broumed, examinons ensemble les 3 actes de ce petit drame. Premier acte, les températures, Laurent. Eh bien oui, c'est pas gai. Comme on le disait jeudi soir, de l'air frais, humide et instable qui vient de l'Atlantique Nord a envahi le pays vendredi et samedi. À 14 h, il faisait 15 degrés à Lille et Strasbourg, 10 degrés au Havre, 12 degrés à Paris, 11 à Limoges, 17 à Lyon, 14 seulement à Biarritz. Et le record de chaleur, si l'on peut dire, eh bien, il est de 24 degrés à Nice et Bastia. Alors, deuxième acte du drame, le temps pour demain. Ça continue. Ça continue, le temps instable continue et on peut dire que seuls le Languedoc et la Provence seront un peu épargnés avec un ciel peu nuageux et du soleil l'après-midi. Mais sur le reste de la France, eh bien, le temps devrait être assez semblable à celui d'aujourd'hui, c'est-à-dire avec des éclaircies jamais très longues qui alterneront avec le passage de gros nuages qui, en se vidant de leur eau, donneront des giboulées, des averses, des orages, de la grêle et même un peu de neige au-dessus de 2000 mètres. Et puis ce qui est particulièrement irritant, il y a du vent, surtout fort sur les côtes de l'ouest. Alors troisième acte, maintenant les explications. Je vais vous mettre sur la sellette. Comment peut-on expliquer ce mauvais temps alors qu'on est quand même à maintenant presque 8 jours du début des vacances? Et oui, et puis 2 jours après le début de l'été, c'est un petit peu gênant. D'habitude dans cette saison, eh bien, le mauvais temps, il remonte, il est plus haut, au-dessus des îles scandinaves. Et cette année, depuis 2 semaines, eh bien, on a l'impression qu'il s'est installé sur les îles britanniques et sur le nord de la France. Et il faut bien le dire que ça nous entraîne de l'air qui vient de l'Atlantique et qui est frais, instable. Et il est bien difficile de dire quand ça va s'arrêter et à quel moment, qu'est-ce qui va faire que tout d'un coup l'air chaud qu'on est en droit d'attendre dans cette saison va remonter vers le nord et à nouveau donner du beau temps. Alors Gérard, je vais vous proposer quelque chose, et comme il fait mauvais, demain, regardez le ciel, tournez vos yeux vers le ciel et vous verrez ces monstres de la météorologie que sont ces gros nuages qui font les précipitations. Ça s'appelle des cumulonimbus. La base, elle est à 1000 mètres d'altitude. Le sommet très très haut, une véritable colonne d'humidité jusqu'à 12 000 mètres, 12 km. Là où il fait si froid que des cristaux de glace se forment. Ces cristaux, ils descendent dans le nuage. Ils croissent au fur et à mesure, ils arrivent vers le sol. S'ils arrivent gelés, c'est de la grêle, comme cet après-midi près de Paris. Et puis s'ils fondent avant d'arriver, ce sont des averses. Merci, monsieur Météo. Autre titre de l'actualité maintenant, la rencontre hier entre monsieur Valéry Giscard d'Estaing et le chancelier Schmitt. Monsieur Giscard d'Estaing est rentré satisfait du dîner de travail qu'il a eu hier soir à Hambourg avec le chancelier Schmitt. Satisfait parce que dans la préparation du prochain Conseil européen, qui doit se tenir les 6 et 7 juillet à Brême, le président français et le chancelier ouest-allemand pourront faire des propositions communes pour créer une zone de stabilité monétaire en Europe. Une Europe qui n'a pas le monopole de l'instabilité monétaire, un dollar américain trop faible, un yen japonais trop fort sont aussi des facteurs de déséquilibre. Mais il faut bien commencer par le commencement, un accord franco-allemand sur des projets de solutions à proposer aux frontières du marché. En particulier, les moyens de créer en Europe une zone de stabilité monétaire. Notre conversation a été très approfondie, nous avons examiné tous les aspects de ce problème et nous avons réfléchi en commun aux propositions que nous pourrions présenter à cet égard. Comment remettre de l'ordre dans une situation monétaire anarchique où les monnaies varient entre elles sans autre loi que celle du marché d'échange? Il y a bien ce qu'on appelle le serpent monétaire qui fixe des limites à ne pas dépasser dans les fluctuations des monnaies. Mais le franc français, la livre britannique, la lire italienne en sont sortis du serpent. Une solution pourrait être d'élargir le serpent, d'autoriser des marges de fluctuation moins étroites pour que francs, livres et lire puissent y rentrer, au besoin avec le soutien du puissant marque allemand. En tout cas, il semble bien que la stabilité monétaire qu'on va chercher à rétablir lors du prochain Conseil européen de Brême soit la condition préalable à toute véritable relance économique à laquelle aspirent les pays du marché commun. L'Europe encore, mais cette fois avec la conférence des dirigeants des partis socialistes qui se sont réunis pendant 1 jour et demi à Bruxelles. But de ce rendez-vous socialiste,
préparer les élections du Parlement européen au suffrage universel qui auront lieu au mois de juin l'année prochaine. Finalement, ce n'est pas un programme électoral qui a été mis au point, mais simplement une déclaration politique dans laquelle les partis socialistes de l'Europe des Neuf précisent leurs points de convergence. À partir de cette déclaration sera lancé un appel solennel durant le prochain congrès de l'Internationale socialiste en janvier 1979. Parti socialiste, version française cette fois, avec le débat qui se déroule depuis quelques jours au sein du PS. Un débat qui va être encore évoqué pendant le week-end au cours d'un colloque organisé par le CRS, l'aile gauche du Parti socialiste. Un colloque où sera examinée la situation de la gauche après les élections législatives. Et surtout aussi la situation interne du Parti socialiste où règne, il faut bien l'avouer, ces temps-ci une certaine effervescence. Jean-François Kahn, minorité, majorité, courant, sous-courant, tendance, si on ne suit pas de très près l'actualité, il est fort possible pour un profane de s'y perdre. Alors est-ce que vous pouvez éclairer notre lanterne? Vous savez, le Parti socialiste a toujours ressemblé à un fleuve dans lequel convergent plusieurs rivières. Ou pour employer un terme chimique, disons que c'est une sorte de corps qui est constitué d'éléments différents et même quelquefois, comme en chimie, d'éléments antagonistes. Alors, à l'origine, vous voyez, il y avait un corps qui s'appelait la SFIO. La SFIO était constituée de plusieurs éléments. L'élément Guy Mollet, c'était le chef. L'élément formé par les grandes fédérations du parti SFIO, la Fédération du Nord, la Fédération des Bouches-du-Rhône, que nous symboliserons par Mauroy, leader de la Fédération du Nord, et l'élément formé par l'aile gauche. Il y a toujours une aile de gauche du parti, symbolisée par Chevènement. Et vous voyez, l'alliance de ces trois éléments formait ce corps qu'était la SFIO. Et puis, en 71, un élément extérieur vient s'introduire dans ce corps. Et tout le monde sait en chimie que lorsqu'un élément extérieur vient s'introduire dans un corps, ça provoque des réactions en chaîne. Quelles réactions? Eh bien, d'abord, l'élément extérieur vient prendre sa place et s'allie à deux autres éléments, l'élément Chevènement, gauche, l'élément Grande Fédération, Mauroy, et expulse un autre élément, l'élément Guy Mollet. Donc, constitution d'un nouveau corps, Mauroy, Chevènement, Mitterrand en est le leader, c'est le Parti socialiste d'Épinay. 75, de nouveau, un élément extérieur vient s'introduire dans le corps. Cet élément extérieur, ce sont d'anciens membres du PSU, des chrétiens de gauche, symbolisés par M. Rocard. Et, même processus, série de réactions en chaîne. M. Rocard vient se joindre à M. Mauroy, qui représente, je le rappelle, les grandes fédérations, à M. Mitterrand. Cette fois, l'élément Guy Mollet disparaît, et c'est l'élément Chevènement, c'est-à-dire la gauche du parti, qui est rejeté. Et voilà, si vous voulez, le nouveau corps qui est constitué par le Parti socialiste, toujours Mitterrand leader. Et puis, nous avons les élections présidentielles. L'échec, la désillusion. Et vous savez bien que lorsqu'en chimie un corps est confronté à un choc imprévu, eh bien, tous les éléments ont tendance à tirailler dans tous les sens. Et c'est ce qui se passe. Au fond, tout le monde, on dirait vulgairement, reprend ses billes. Monsieur Mitterrand, ici, naturellement, reste à son poste et est soutenu par ses amis de toujours, ceux qui ont toujours été ses lieutenants, symbolisés par Monsieur Estier, par exemple. Monsieur Rocard, lui, qui pense qu'il peut être un successeur, eh bien, il commence à s'installer dans son coin, il se prépare, et ses amis se regroupent autour de lui. Monsieur Mauroy, dont je vous ai dit qu'il représente les grandes fédérations du parti, il sait qu'il va jouer un rôle d'arbitre. Alors lui aussi, il s'installe à sa place, là. Quant à Monsieur Chevènement, eh bien lui, Monsieur Chevènement, son groupe de gauche, le CRS, éclate. Et en effet, il y en a qui voudraient soutenir, disons, la tendance Mitterrand, et d'autres qui préféraient soutenir la tendance Rocard. Donc, vous voyez qu'actuellement, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le corps a éclaté, tous les éléments se sont mis, disons, sur des orbites différents, mais le corps nouveau, la majorité nouvelle, ne s'est pas encore constitué. Voilà, dans un langage chimique, quelle est la situation aujourd'hui du Parti socialiste. Voilà pour l'album socialiste vu par Jean-François Kahn. La politique, toujours, mais du côté de la majorité cette fois, avec tout d'abord cette petite phrase de Bernard Stasi, le porte-parole du Centre des démocrates sociaux. Le RPR et l'UDF doivent coexister dans la majorité. Le RPR ne peut plus jouer un rôle dominant, M. Chirac doit le comprendre.
Et précisément, Jacques Chirac, le président du RPR, juge, lui, que les gaullistes appartenant à la majorité n'ont plus aucune part du pouvoir. Les militants du RPR ont le sentiment d'être traités en adversaires privilégiés du pouvoir. La justice maintenant, avec l'Assemblée générale aujourd'hui à Paris du syndicat de la magistrature, qui a dressé le bilan de 10 années d'activité. Cela fait en effet 10 ans que ce syndicat a été créé, et selon M. Blanchard, le secrétaire général du syndicat de la magistrature, le résultat le plus important est d'avoir porté sur la place publique les problèmes concrets de la pratique judiciaire quotidienne, comme par exemple les accidents du travail, les licenciements et les problèmes de la consommation. Assistaient à cette assemblée générale les membres des associations professionnelles et syndicales, les représentants du bâtonnier de Paris et les syndicats de police. Et parmi les membres du syndicat de la magistrature, il faut avouer que certains sont sortis du rang depuis quelques années. Et en particulier, ils sont sortis du rang pour avoir remis en cause une certaine idée de la justice. Une section syndicale des magistrats est en pointe, celle de Béthune. Elle s'est illustrée pour avoir par exemple placé un PDG en prison à cause d'un accident de travail ou pour entrave aux droits syndicaux. On appelle parfois ces magistrats les juges rouges. Alors François Cornet et Jean-Louis Bousser sont allés à Béthune pour les rencontrer. Je m'appelle Marie-Françoise Debout, j'ai 28 ans, je suis à Béthune depuis 1 an et demi. J'exerce les fonctions de substitut dans ce tribunal. Je m'appelle Maurice Zavaro, je suis juge à Béthune, j'ai 26 ans et je suis là depuis 1 an et demi. J'ai 26 ans, je suis juge à Béthune depuis le 1er février 1978. Je m'appelle Franck Silvera, j'ai 29 ans, je suis juge à Béthune depuis le 1er février 1977. Michel Laborde, 29 ans, juge des enfants à Béthune. Patrice de Charette, j'ai 29 ans, je suis juge d'instruction à Béthune depuis 4 ans. On vous appelle le juge rouge. Je ne suis pas du tout d'accord avec une telle appellation. Mon ambition, c'est simplement d'appliquer la loi de la même façon à tout le monde. Dans cette ville de Béthune, 14 magistrats sur 31 sont âgés de moins de 30 ans et appartiennent au syndicat national de la magistrature. Ils se sont forgés en quelques années une sévère réputation dans cette ville. Et aujourd'hui, les relations sont plutôt tendues entre la justice et les patrons. C'est que les juges rouges, comme on les a surnommés, ont bousculé ici bien des traditions. Il y a 4 ans à peine, le tribunal de Béthune ronronnait paisiblement. Les vagues de l'affaire de Bruay s'étaient apaisées, quand débarque, un beau matin de mai 74 au palais, un jeune juge d'instruction de 25 ans, Patrice de Charette, de la Contrée. 1 an plus tard, en septembre 75, cet élégant jeune homme expédie un PDG en prison qu'il estime responsable d'un accident mortel du travail. L'hiver dernier, il fait écrouer un autre PDG qui a monté une opération de commando contre un piquet de grève. Changer la justice, je dois dire que mon ambition est beaucoup plus modeste. Vous avez envoyé jusqu'à présent 2 PDG en prison. Pourquoi cet acharnement contre des patrons? À Béthune, il y a chaque année 6 000 jugements rendus en matière pénale. En 3 ans, ça fait donc 18 000 jugements. Or, on parle actuellement de 2 affaires en l'espace de 3 ans. 2 par rapport à 18 000. Je pense donc qu'il est tout à fait excessif de parler d'acharnement ou d'attitude systématique. Est-ce que les juges de Béthune appartenant au syndicat de la magistrature ne font pas passer dans leur jugement leur idéologie et leurs idées? Je crois que tous les juges, lorsqu'ils rendent une décision, font toujours intervenir leur propre vision de la société. Ne serait-ce que pour des affaires banales comme des accidents de la route, certains juges considèrent que la conduite en état d'ivresse est très grave, d'autres qu'elle l'est moins. Nous, ce que nous prétendons simplement, c'est appliquer la loi à tout le monde, ce qui, semble-t-il, ne se faisait pas jusqu'à présent. Ce que nous voulons aussi, c'est surtout être contrôlés par les gens au nom duquel nous rendons la justice, c'est-à-dire par le peuple français. Franck Silvera, cet autre juge rouge de Béthune, dit l'homme tranquille, était l'un des 2 assesseurs du tribunal qui ordonnait l'arrestation de Roger Leleu à l'audience correctionnelle du 1er juin dernier. Un PDG jugé à Béthune pour entrave au droit syndical. Le second assesseur était cet autre juge de 26 ans, Gianni Garcia. Une décision qui a provoqué un tollé au palais, rebaptisé par les chefs d'entreprise de la région le palais de l'injustice.
Ces juges rouges de Béthune sont accusés d'être organisés en cellules de réflexion collective, de prendre leurs décisions en commun avant les jugements qu'ils rendent, ou de recevoir leurs consignes du syndicat de la magistrature. Ils sont accusés également d'être trop souvent ensemble au palais ou à la ville, comme ici, pour ce repas. En fait, les autres magistrats, comme le barreau, leur reprochent surtout de ne pas se fondre dans le décor et de faire bande à part. La délibération collective, ça nous a été effectivement beaucoup reproché. Ça fait partie même des fantasmes de nos adversaires qui prétendent que toutes nos décisions sont prises après une réunion de section. Alors bien entendu, ce qu'on doit dire, c'est que c'est complètement faux, c'est complètement inexact, que bien entendu, on se... C'est l'élément chevènement, c'est-à-dire la gauche du parti, qui est rejeté. Et voilà, si vous voulez, le nouveau corps qui est constitué par le Parti socialiste, toujours Mitterrand leader. Et puis, nous avons les élections présidentielles. L'échec, la désillusion. Et vous savez bien que lorsqu'en chimie, un corps est confronté à un choc imprévu, eh bien, tous les éléments ont tendance à tirailler dans tous les sens. Et c'est ce qui se passe. Au fond, tout le monde, on dirait vulgairement, reprend ses billes. Monsieur Mitterrand, ici, naturellement, reste à son poste et est soutenu par ses amis de toujours, ceux qui ont toujours été ses lieutenants, symbolisés par Monsieur Estier, par exemple. Monsieur Rocard, lui, qui pense qu'il peut être un successeur, eh bien, il commence à s'installer dans son coin, il se prépare, et ses amis se regroupent autour de lui. Monsieur Mauroy, dont je vous ai dit qu'il représente les grandes fédérations du parti, il sait qu'il va jouer un rôle d'arbitre. Alors lui aussi, il s'installe à sa place, là. Quant à Monsieur Chevènement, eh bien lui, Monsieur Chevènement, son groupe de gauche, le CRS, éclate. Et en effet, il y en a qui voudraient soutenir, disons, la tendance Mitterrand, et d'autres qui préféraient soutenir la tendance Rocard. Donc, vous voyez qu'actuellement, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le corps a éclaté, tous les éléments se sont mis, disons, sur des orbites différents, mais le corps nouveau, la majorité nouvelle, ne s'est pas encore constitué. Voilà, dans un langage chimique, quelle est la situation aujourd'hui du Parti socialiste. Voilà pour l'album socialiste vu par Jean-François Kahn. La politique, toujours, mais du côté de la majorité cette fois, avec tout d'abord cette petite phrase de Bernard Stasi, le porte-parole du Centre des démocrates sociaux. Le RPR et l'UDF doivent coexister dans la majorité. Le RPR ne peut plus jouer un rôle dominant, M. Chirac doit le comprendre. Et précisément, Jacques Chirac, le président du RPR, juge, lui, que les gaullistes appartenant à la majorité n'ont plus aucune part du pouvoir. Les militants du RPR ont le sentiment d'être traités en adversaires privilégiés du pouvoir. La justice maintenant, avec l'Assemblée générale aujourd'hui à Paris du syndicat de la magistrature, qui a dressé le bilan de 10 années d'activité. Cela fait en effet 10 ans que ce syndicat a été créé, et selon M. Blanchard, le secrétaire général du syndicat de la magistrature, le résultat le plus important est d'avoir porté sur la place publique les problèmes concrets de la pratique judiciaire quotidienne, comme par exemple les accidents du travail, les licenciements et les problèmes de la consommation. Assistaient à cette assemblée générale les membres des associations professionnelles et syndicales, les représentants du bâtonnier de Paris et les syndicats de police. Et parmi les membres du syndicat de la magistrature, il faut avouer que certains sont sortis du rang depuis quelques années. Et en particulier, ils sont sortis du rang pour avoir remis en cause une certaine idée de la justice. Une section syndicale des magistrats est en pointe, celle de Béthune. Elle s'est illustrée pour avoir par exemple placé un PDG en prison à cause d'un accident de travail ou pour entrave aux droits syndicaux. On appelle parfois ces magistrats les juges rouges. Alors François Cornet et Jean-Louis Bousser sont allés à Béthune pour les rencontrer. Je m'appelle Marie-Françoise Debout, j'ai 28 ans, je suis à Béthune depuis 1 an et demi. J'exerce les fonctions de substitut dans ce tribunal. Je m'appelle Maurice Zavaro, je suis juge à Béthune, j'ai 26 ans et je suis là depuis 1 an et demi. J'ai 26 ans, je suis juge à Béthune depuis le 1er février 1978. Je m'appelle Franck Silvera, j'ai 29 ans, je suis juge à Béthune depuis le 1er février 1977. Michel Laborde, 29 ans, juge des enfants à Béthune. Patrice de Charette, j'ai 29 ans, je suis juge d'instruction à Béthune depuis 4 ans. On vous appelle le juge rouge. Je ne suis pas du tout d'accord avec une telle appellation. Mon ambition, c'est simplement d'appliquer la loi de la même façon à tout le monde.
Dans cette ville de Béthune, 14 magistrats sur 31 sont âgés de moins de 30 ans et appartiennent au syndicat national de la magistrature. Ils se sont forgés en quelques années une sévère réputation dans cette ville. Et aujourd'hui, les relations sont plutôt tendues entre la justice et les patrons. C'est que les juges rouges, comme on les a surnommés, ont bousculé ici bien des traditions. Il y a 4 ans à peine, le tribunal de Béthune ronronnait paisiblement. Les vagues de l'affaire de Bruay s'étaient apaisées quand débarque, un beau matin de mai 74 au palais, un jeune juge d'instruction de 25 ans, Patrice de Charette, de la Contrée. Un an plus tard, en septembre 75, cet élégant jeune homme expédie un PDG en prison qu'il estime responsable d'un accident mortel du travail. L'hiver dernier, il fait écrouer un autre PDG qui a monté une opération de commando contre un piquet de grève. Changer la justice, je dois dire que mon ambition est beaucoup plus modeste. Vous avez envoyé jusqu'à présent 2 PDG en prison. Pourquoi cet acharnement contre des patrons? À Béthune, il y a chaque année 6 000 jugements rendus en matière pénale. En 3 ans, ça fait donc 18 000 jugements. Or, on parle actuellement de 2 affaires en l'espace de 3 ans. 2 par rapport à 18 000. Je pense donc qu'il est tout à fait excessif de parler d'acharnement ou d'attitude systématique. Est-ce que les juges de Béthune appartenant au syndicat de la magistrature ne font pas passer dans leur jugement leur idéologie et leurs idées? Je crois que tous les juges, lorsqu'ils rendent une décision, font toujours intervenir leur propre vision de la société. Ne serait-ce que pour des affaires banales comme des accidents de la route, certains juges considèrent que la conduite en état d'ivresse est très grave, d'autres qu'elle l'est moins. Nous, ce que nous prétendons simplement, c'est appliquer la loi à tout le monde, ce qui, semble-t-il, ne se faisait pas jusqu'à présent. Ce que nous voulons aussi, c'est surtout être contrôlés par les gens au nom duquel nous rendons la justice, c'est-à-dire par le peuple français. Franck Silvera, cet autre juge rouge de Béthune, dit l'homme tranquille, était l'un des 2 assesseurs du tribunal qui ordonnait l'arrestation de Roger Leleu à l'audience correctionnelle du 1er juin dernier, un PDG jugé à Béthune pour entrave au droit syndical. Le second assesseur était cet autre juge de 26 ans, Gianni Garcia. Une décision qui a provoqué un tollé au palais, rebaptisé par les chefs d'entreprise de la région le palais de l'injustice. Ces juges rouges de Béthune sont accusés d'être organisés en cellules de réflexion collective, de prendre leurs décisions en commun avant les jugements qu'ils rendent, ou de recevoir leurs consignes du syndicat de la magistrature. Ils sont accusés également d'être trop souvent ensemble au palais ou à la ville, comme ici, pour ce repas. En fait, les autres magistrats, comme le barreau, leur reprochent surtout de ne pas se fondre dans le décor et de faire bande à part.